Bienvenue dans les Voix des solutions. Parce que j'ai la chance de croiser des personnalités engagées pour un monde plus inclusif, j'ai souhaité partager ces rencontres avec vous dans cette série de podcasts. De courage, de combativité et aussi de résistance et de construction, il en est question aujourd'hui dans les Voix des solutions, avec Carlos de Cordoue, qui dirige depuis 6 ans la Banque du Crédit Agricole en Ukraine et qui, depuis plus de 2 ans déjà, vit de plein fouet la guerre en Ukraine. Bonjour Carlos. Bonjour Véronique. Vraiment heureuse de te retrouver et d'échanger avec toi sur la situation en Ukraine et aussi sur ton expérience de dirigeant d'une grande banque en temps de guerre. Mais d'abord, laisse-moi te présenter. Carlos, tu as un sacré parcours au Crédit Agricole. Un parcours tout à la fois terrain, tu as été directeur d'agence dans notre réseau de proximité, et aussi tu as un parcours international en Asie, en Serbie, pour devenir dirigeant de la banque du Crédit Agricole en Ukraine, une banque parmi les plus solides du pays, à la tête de 2200 collaborateurs, 140 agences et plus de 400 000 clients. Et puis, ce 24 février 2022, nous découvrons l'offensive russe contre l'Ukraine et la guerre. C'est pour nous en France un moment de sidération et au sein du Crédit Agricole un moment de très grande inquiétude pour tous les équipiers en Ukraine. Carlos, tu étais à Kiev ce 24 février, je m'en souviens. Ma première question est de savoir comment toi, en tant que dirigeant, tu as vécu ces premières semaines. Quelles ont été tes premières réactions? Quelles ont été tes premières décisions? Alors, écoute, oui, ce 24 février, tu parlais de sidération. C'était probablement pour nous une vision un peu de chaos en réalité. On se réveille avec les bruits des bombardements dans les périphéries de Kiev. Mais là, et c'est très personnel, je peux pas dire que j'ai eu peur. La peur, c'est quelque chose qui se commande pas en fait. J'ai vu dans mon entourage des garçons qui se sont effondrés, et j'en ai vu d'autres qui ont tenu. Donc c'est pas héroïque. C'est dans une situation, elle arrive ou elle arrive pas, et moi elle est pas arrivée. Donc il est 8h du matin, je quitte mon domicile, je vais quand même à la banque pour voir ce qui se passe. Et là, je vois, alors même que des familles ukrainiennes se jetaient sur les routes pour partir vers l'ouest, c'était 8 millions d'Ukrainiens qui ont pris la direction de la Pologne, de la Roumanie ou de l'ouest de l'Ukraine. Un chaos indescriptible. Je me rends à la banque et là, je vois tous nos collaborateurs qui sont là, qui viennent chercher leur ordinateur portable pour travailler dans leur cave, dans leurs abris. Spontanément. Spontanément, il n'y avait pas de commande particulière. Et puis, il est 11h, je décide d'aller à l'abri. Et là, je vois devant notre agence centrale une file de gens qui attendent. Le rideau est fermé. Alors, une vieille dame s'approche de moi et me dit « il faut ouvrir. Il faut ouvrir. J'ai mes enfants qui sont dans la station de métro. Il faut que je puisse leur apporter de la nourriture. » Et donc là, j'appelle notre chef de réseau. Je lui dis « il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que tu trouves quelqu'un pour ouvrir l'agence. » Et là, les transports sont fermés, tout est bloqué. Une petite dame fait 7 km à pied pour venir ouvrir le réseau de l'agence centrale. Une collaboratrice de l'agence. Une collaboratrice de l'agence, oui. Et donc là, de notre réaction occidentale qui est le zéro risque, où on s'apprêtait à donner instruction de tout fermer et de se mettre à l'abri, on change complètement notre vision. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a une utilité évidente. Et donc, on décide, et on prend, c'est probablement la première décision, on décide de laisser la responsabilité au patron d'agence d'ouvrir ou de fermer en fonction de leur appréciation de la situation. Donc c'est une décision qui est pas évidente, surtout dans des organisations comme les nôtres qui sont très verticales quand il s'agit de sécurité, de risques, etc.
On a pris cette décision tout simplement parce que dans un pays qui est grand comme l'Ukraine, avec 140 agences, les mieux placés, ce sont ceux qui sont sur place et qui sont capables d'apprécier, de discerner, voilà. Et de prendre des initiatives. Et ça m'a beaucoup marqué parce que là encore, notre première réaction, je me souviens de mes premiers échanges avec Paris, tu mets tout le monde à l'abri, etc. Et en réalité, on s'est mis en adaptation d'une situation qui était dramatique en réalité, mais où il fallait trouver une façon d'agir pour nos clients, oui, et puis pour plus largement, voilà, sur des services essentiels. Et il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là, l'armée russe est aux portes de Kiev, très proche. Oui, absolument. On s'attend d'ailleurs, tous les commentateurs disaient en 3 semaines ça sera plié, etc. Donc on voit, mais vraiment ce qui nous a frappé, c'est qu'on a ce chaos de la matinée où tout le monde se jette sur les routes. Le soir, tu as le président Zelensky qui fait un selfie dans les rues de Kiev et qui dit les Américains me proposent de m'exfiltrer, je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes. Et vraiment, l'impact a été très fort. C'est-à-dire, le lendemain, j'ai vu que tout le monde réalisait que c'était existentiel en réalité et qu'il fallait, chacun à sa façon, se mobiliser. Oui, c'était son appel à la résistance. Son appel à la résistance, oui. Écoute, on va parler maintenant justement de l'action des collaborateurs de la banque. Et on ne le sait pas toujours, mais une banque, c'est classé service essentiel, quel que soit le contexte. Et comment on continue à assurer le service aux clients et à l'économie en temps de guerre? Là, tu nous as parlé de ce moment qui est survenu, mais 2 ans après, le service aux clients continue, malgré l'environnement, malgré les bombardements, malgré l'incertitude. Comment ça s'organise tout ça? Alors, on a en fait, il y a trois angles de vue. Il y a l'angle de la sécurité des personnes. Donc là, on a beaucoup travaillé sur des plans d'évacuation en cas de, etc. Il y a le point de vue de la sécurité des systèmes, essentiel. Hein. Donc là, on a pris une décision d'ailleurs dans les premiers jours de la guerre qui a été de transférer nos centres d'information sur le cloud, en sorte d'avoir un backup. Oui, pour ne pas perdre toutes les données clients. Pas perdre les données clients en cas de, là encore, de destruction de nos centres physiques. Et puis, et c'est vraiment, pour moi, ce qui a été vraiment important, c'est le point de vue du client. C'est-à-dire que là, on rentre dans une sorte de médecine. On a fait vraiment du travail individuel au cas par cas. Tu comprends bien que l'entreprise qui a eu la moitié de son usine détruite par un missile, tu peux pas la considérer de la même façon que quand tu as un rapport habituel. Voilà. Donc c'était vraiment un diagnostic de médecine précis. Individualisé. Et où aussi le prisme change, c'est-à-dire que c'est plus quand est-ce que vous nous remboursez, c'est comment je peux vous aider. Tu vois. Et ça, là, les équipes ont fait un travail absolument formidable de diagnostic, donc on a restructuré des crédits, on a accompagné. Restructuré, ça veut dire que vous avez allongé. Allongé en fonction de la durée de remboursement, adapté le crédit. Voilà. Avec, c'est vrai, dans tout ça dans un climat d'incertitude absolue, hein, avec une visibilité quasi nulle. Enfin, je me souviens les débuts de la guerre où on parlait dans le cadre du comité exécutif du groupe. Et puis, je dis, écoutez, voilà, 50% de notre activité, c'est avec l'agriculture. La saison des semis arrive. Est-ce qu'on finance nos agriculteurs, hein? Immédiatement, la réponse a été oui. Hein. Quand bien même la mer Noire était fermée, l'agriculture était complètement asphyxiée, les silos étaient pleins et on ne pouvait plus exporter. On parlait même de mines dans les champs. Des mines dans les champs, dans le nord du pays. Donc on était dans une situation avec une visibilité nulle. Et le groupe prend la décision de continuer à soutenir. Je m'en souviens bien. Voilà, c'est des décisions comme ça qui sont prises, qui sont pas forcément très orthodoxes,
qui sont basées sur, oui, il y a une question de confiance, voilà. Moi, ça m'a énormément marqué cette période parce qu'on a pris beaucoup de décisions qui étaient des décisions d'une certaine façon un peu risquées et qui, en réalité, je crois, avec le recul, ont été des bonnes décisions. Hein. Voilà, je ne vais pas parler ici de l'activité de la banque, mais on est aujourd'hui une banque solide en Ukraine. On a absorbé le choc risque des débuts de la guerre et surtout, on a eu une discipline de paiement qui nous a vraiment surpris. Hein. C'est-à-dire que les clients restructurés ou se sont vraiment mobilisés aussi pour remplir leurs obligations. Oui, parce qu'il y a ce sentiment que la vie continue, que la vie doit continuer et que les obligations doivent être remplies coûte que coûte. Une sorte de rapport de confiance et de solidarité Exactement. qui est assez, qui est d'ailleurs, à mon avis, qui est la source d'énergie de cette société ukrainienne aujourd'hui. Hein. Oui, qu'on ressent bien. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans tes locaux à Kiev, c'est cette grande pancarte ou ce message que vous affichez qui est « You can rely on Crédit Agricole ». Vous pouvez compter sur le Crédit Agricole. Ça, c'est quelque chose que tu revendiques beaucoup et que vos équipes, en tout cas sur place, revendiquent beaucoup. Oui. Du fait de cette relation un peu, je dirais, une relation de confiance forte, quoi, qui s'est établie. Oui, et qui visiblement n'est pas de mots, mais de faits concrets. On va parler maintenant des agences et notamment certaines agences qui ont été détruites. On en a vu une à Borodianka récemment qui était dévastée, littéralement. D'autres sont sur des territoires désormais occupés. Certains collaborateurs pourraient être mobilisés dans le contingent ukrainien. Et au moment où nous enregistrons, d'importantes frappes ont eu lieu dans tout le pays, y compris à Kiev, qui ont détruit notamment le plus grand hôpital pour enfants. Carlos, comment est-ce que ça affecte la vie de l'entreprise, ce climat particulièrement incertain et dangereux? Et est-ce que cela a changé ta vision du management? Je crois que oui. Je crois que oui. Moi, ce qui me frappe tout d'abord, c'est je ne rencontre pas d'Ukrainiens qui se plaignent. Voilà, dans nos collaborateurs, je ne vois pas de plaintes. Bien qu'ils aient des raisons de le faire. Il y aurait de multiples raisons. Je vois beaucoup de sourires. Je vois beaucoup d'envie d'être actif, de participer, d'apprendre aussi. Là, on est dans l'intelligence artificielle, on en parle partout. Moi, je vois des collaborateurs qui, le soir, se mettent sur des tutorings pour apprendre, s'y mettre. Donc, il y a une espèce de soif incroyable, compte tenu de la situation, de se projeter dans le futur. Dans le futur, quoi. Donc, tu parlais du management, oui. Surtout dans un univers qui est très, comme le nôtre, hein, de nos métiers, qui est très corseté par des réglementations, des règles de fonctionnement, des procédures, etc. De voir, je réalise en réalité que ça conduit souvent à un peu d'autocensure. C'est-à-dire que les gens sont dans une posture un peu de protection par rapport à tous ces et donc oui, ça freine l'initiative. Hein, c'est des gros freins à l'initiative. Et je réalise que la guerre nous a obligés à libérer un petit peu cette capacité, ces réserves d'énergie qui sont absolument incroyables. Et donc, on a été beaucoup plus dans dans un rapport. Je parlais de confiance tout à l'heure, mais oui, de mise en responsabilité, de faire confiance au discernement des gens. Voilà, de les pousser à prendre la parole, à exprimer, à donner leurs convictions, tu vois. Et donc voilà, donc ça fait réfléchir alors aux organisations de nos entreprises, c'est-à-dire probablement un peu trop verticales et de libérer un petit peu ces réserves d'énergie qui sont en chacun de nous en réalité. Hein. Et que tu contribues notamment en Ukraine à libérer très largement. Qu'on essaye. Carlos, tu as accueilli à Kiev en novembre 2022 et en novembre 2023 Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, qui est venu spécialement rencontrer et soutenir les équipes de Crédit Agricole Ukraine.
J'étais présente lors de son déplacement et à titre personnel, ça a été une grande leçon de vie. Tu en parlais justement. Nos équipes, ce qui m'a beaucoup frappé, ne parlent pas de la fin de la guerre, elles parlent de victoire. Elles ne parlent pas de reconstruction quand la guerre sera finie, parce que la reconstruction, c'est déjà maintenant pour elles. Et quelque chose est détruit, une solution émerge pour la réparer. Donc, tu partages cela? Tu constates ça, j'imagine, au quotidien? Oui. Ces 2 visites ont été très marquantes d'ailleurs pour nos équipes. Parfois, moi, je me souviens de la première visite où Philippe dit vous n'êtes pas en périphérie du groupe, vous êtes son cœur, vous êtes au centre de la grande famille du Crédit Agricole. Je me souviens un impact absolument incroyable. C'est parce que c'est vrai que ces entités ont parfois le sentiment d'être un petit peu loin du centre. Hein. Et puis la deuxième visite, le message, c'était précisément un message de projection, un message de l'après, de la préparation. Et c'est ça qu'attendent effectivement les gens. Ils attendent pas à ce qu'on arrive avec de la compassion. Non, ils n'attendent pas de compassion. Non. Et, ils attendent de l'espoir. Et là aussi, le message a été très fort, notamment lorsqu'il a dit, écoutez, voilà, vous êtes une banque solide, profitable, et tout ce que vous faites aujourd'hui, on va le réinvestir en Ukraine. Vos résultats, Donc ça change la perspective, c'est-à-dire que on se met dans un état de préparation de cette reconstruction. Tu dis la reconstruction, c'est maintenant. C'est pas une grande reconstruction, mais c'est plus de la réparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'action est dirigée vers, là, en ce moment, c'est l'énergie, la crise énergétique. Je vois des initiatives partout de créer des mini-centrales de production d'énergie, voilà. Donc c'est cette espèce de mouvement qui se met en place et qui prépare cette grande phase qu'on attend tous, qui est la phase de la reconstruction. Mais on l'a vu d'ailleurs la première fois, le premier déplacement, Kiev était dans le noir quand nous sommes arrivés, et le deuxième déplacement, Kiev avait retrouvé la lumière. Donc entre deux, il s'était monté des stratégies de remplacement justement et de réhabilitation de l'énergie. C'était très frappant. Vous étiez effectivement en novembre où on était dans le noir. En décembre, on pensait que on n'avait plus de chauffage, d'électricité, etc. Et en janvier, l'électricité est revenue. Oui. Carlos, en temps de guerre, la santé mentale est mise à rude épreuve et ça affecte en réalité toute la société et en particulier les enfants. Et depuis le début de la guerre, il y a un grand élan de solidarité au sein du Crédit Agricole. On a créé un fonds dédié, un fonds d'urgence. Et sur le terrain, Crédit Agricole Ukraine est très actif et notamment s'est orienté en particulier sur la santé et sur les enfants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'action que vous menez et est-ce que pour toi, c'est une autre façon d'accompagner les populations et les collaborateurs ? Oui. Et c'est d'ailleurs très demandé par nos collaborateurs. Tu citais hier les bombardements sur Kiev. Donc effectivement, il y a 2 jours, l'hôpital des enfants est bombardé. C'est une tragédie assez terrible. Immédiatement, d'abord, on a fait une donation. 1 heure après le bombardement, on était en mesure d'envoyer les fonds. Et puis, surtout, hier soir, un grand nombre de collaborateurs ont participé à l'aide. Mais il s'agissait d'apporter de l'eau, etc. Donc, un grand nombre. Mobilisés, en fait. Un grand nombre, directement, sans qu'on leur demande rien du tout, se sont mobilisés pour aller aider, contribuer. Hein. Donc, il y a là encore, on parlait de solidarité, elle s'exprime comme ça tous les jours. Et donc, ce que le groupe fait est très important, je crois, pour eux. C'est pas que de la communication. On a choisi effectivement l'axe des enfants, de la santé des enfants. On a fait des multitudes de projets qu'on a conduits ensemble, mais aussi des initiatives de caisses régionales, des initiatives de toutes les parties du groupe qui continuent, ça faiblit pas. On traitait hier avec une caisse régionale, la caisse du Morbihan, sur une opération particulière. Donc
Donc je crois que c'est ça, un peu la spécificité de notre groupe, c'est cette capacité de mobilisation du centre de l'initiative. L'initiative vient n'est pas toujours dirigée par un centre, elle vient d'un peu partout. Elle s'exprime de façon différente. Moi, je me souviens d'une caisse régionale qui voulait faire quelque chose d'un petit peu particulier. Ils nous envoyaient des fonds pour faire un cadeau de Noël à tous les enfants de nos employés. Pas grand-chose, mais le sens était énorme. Mais l'attention est importante. L'attention était énorme. Oui. Hein. Donc c'est cette spécificité qui fait que nous-mêmes, on est assez engagés aussi dans ce sens. C'est très mobilisateur pour l'entreprise. C'est aussi du temps, mais on le donne volontiers, je crois. Tout le monde le donne volontiers. Ça fait partie aussi de cette recherche du sens, en fait, qui nous dirige tous les jours. Hein. Merci, Carlos, de tout cœur, avec les équipes en Ukraine. À bientôt. Merci, Véronique. Merci pour votre écoute. Retrouvez Les Voix des Solutions sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.